juive, arabe, il y a une théologie musulmane tout à fait structurée. 920, 820, 9e siècle, à Jérusalem. Et d'ailleurs, c'est l'Institut pontifical de Rome qui a publié le bouquin, mais on ne peut pas le suspecter de manquer d'objectivité. Mais pour revenir à l'Andalousie, j'aime beaucoup la présentation de Rémi Braque parce qu'il nous donne à foison en fait, des éléments d'appréciation que vous allez voir qui sont tout à fait significatifs. Quand il dit les Almohades, El-Mouahidoun, il ne vous dit pas que d'abord, un, il vient du Maghreb, et deux, il trucide tout le monde, y compris les musulmans. C'est un élément d'appréciation important. Ça n'est pas, ils ne sont pas venus pour trucider les juifs ou les chrétiens. C'est tout le monde, parce qu'ils veulent prendre le pouvoir à la place des gens qui étaient en place. Point. Ensuite, il parle d'Averroès, ou il parle d'un certain nombre de gens. On peut toutes les notions là. Vous dites, par exemple, M. Braque, qu'en l'absence de paradis terrestre, il faut bien en créer un. Et comparé à ça, ça tombe en Andalousie. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si ça tombe en Andalousie, il y a bien une raison pour que les gens se sentent plus, si vous voulez, portés vers la lumière à cette période-là, qu'ailleurs. Et puis évidemment, les 7 siècles, c'est métaphorique encore, c'est une image posée que pendant 7 siècles, les choses se sont bien passées, grosso modo. Vous dites que les juifs et les chrétiens sont là juste pour payer l'impôt, pour que les musulmans encaissent comme s'ils étaient des patrons. Non, il y a eu des accords, avec, au temps même du prophète, entre les chrétiens, les musulmans et les juifs, pour réguler le problème de la guerre et de la paix. Vous savez, il y a eu des accords par écrit, où les responsables de chaque communauté acceptaient le périmètre dans lequel ils se situaient et qu'il n'y avait pas de dhimmi, la dhimma comme on dit, comme il y a toute une tendance aujourd'hui en France et aux États-Unis et au Canada, des dhimmistes spécialistes de la dhimma, c'est-à-dire le fait que les juifs aient été, seulement les juifs d'ailleurs, dans certains cas, parce qu'ils ne sortent pas pour bien montrer l'opposition qu'on a aujourd'hui avec Israël et le monde arabe, parce que évidemment ce sont des images fortes qui restent dans la tête des gens, alors que la dhimma est applicable à toutes les autres confessions en dehors de l'islam. La dhimma, c'est un accord, un pacte conclu avec les responsables de chaque communauté pour que, d'abord, on leur fout la paix, les musulmans ne les agressent pas, étant donné qu'ils sont les membres des religions du livre, chrétiens ou musulmans, chrétiens ou juifs, et donc sur cette base-là, il n'y a pas d'agression des musulmans vis-à-vis des juifs et des chrétiens sur la base qu'ils sont donc les adeptes du livre. Mais en contrepartie, évidemment, comme d'abord ils ne les agressent pas, ils respectent leurs croyances et leurs pratiques rituelles, culturelles. Ça, c'est personne ne vous le dira. Même Maïmonide, qui est le plus grand savant juif d'Andalousie, ne s'est jamais plaint du fait qu'en Andalousie ou ailleurs, il ait été empêché, de quelque manière que ce soit, d'être juif et d'être un grand penseur juif. De la même manière, évidemment, les chrétiens aussi pouvaient pratiquement à 100% tout le temps, même en situation de crise, pratiquer leur religion. En contrepartie, la dhimma, elle est faite pour des gens qui ne font pas la guerre, qui ne prennent pas le cimetière au nom des musulmans pour aller, si vous voulez, mener des batailles ailleurs. Et donc, il y avait une sorte de péréquation, le fait de ne pas être dans les terres musulmanes, devenus musulmans, évidemment, par la conquête, mais ça c'est l'histoire, on ne peut pas y changer, on ne peut pas la changer, mais ce faisant, au sein de cet espace-là, la dhimma était un pacte, vu du côté musulman, un pacte de non-agression mutuelle et surtout de protection des minorités. Et les minorités devaient payer une dîme, d'ailleurs les musulmans aussi payaient la dîme. Ou alors il la payé autrement, c'est la dîme de sang. C'est-à-dire qu'ils allaient combattre aux frontières de l'islam et souvent ils laissaient leur peau. Donc c'est plus complexe qu'on le dit. Même moi, je vais à l'essentiel. Mais globalement, sur cet espace-là, sans doute qu'on aurait pu faire mieux que l'Andalousie. Mais je pense qu'on trouvera très peu de situations civilisationnelles qui ont donné un tel potentiel à l'être humain, pas seulement le musulman, pas seulement le juif ou le chrétien, pour pouvoir créer librement. Et donc, et d'ailleurs, 1492, la date butoir
lorsque les musulmans cèdent leur dernier précaré, la grenade à Isabelle la catholique et Ferdinand, eh bien, c'est 2 siècles avant déjà que l'appauvrissement du système a commencé, et pas parce qu'il y avait des juifs et des chrétiens qui étaient malmenés, personne ne s'est plaint de ça, sauf que l'islam était devenu trop grand, les souverains étaient trop puissants, les princes étaient trop puissants, ils ont commencé à se faire la guerre eux-mêmes. Moi je dis que si les musulmans ont perdu en Andalousie, c'est pas parce que les chrétiens étaient plus forts qu'eux, c'est parce qu'eux-mêmes se sont combattus, à l'intérieur ils ont commencé à se neutraliser mutuellement. Je rebondis peut-être juste là-dessus. Vous voulez aller-y d'ailleurs, avec votre permission. Tout à fait d'accord sur ce que vous avez dit sur les Almohades, qui n'étaient vraiment pas des enfants de cœur, et qui ont éliminé par la force leurs prédécesseurs, les Almoravides, qui étaient venus, eux aussi d'ailleurs, du sud, du Sénégal, sans doute d'Aribat, quelque part très au sud vers le Sénégal, pour rétablir l'unité de l'Espagne musulmane qui avait été divisée entre les petits rois clairs. Il y a un terme technique pour dire ça que je vous épargne ici. Tout à fait d'accord. Ils ont trucidé des musulmans. Vous n'avez pas dit, vous avez dit ils ont trucidé les musulmans. Ils ont trucidé des musulmans, leurs adversaires. Ils n'ont pas placé leurs adversaires devant le même genre de choix que celui qui a fait émigrer Maïmonide vers le Caire et Samuel Ibn Tibbon, la famille du futur traducteur de Maïmonide, vers le nord, vers la terre chrétienne, vers l'Unel. Alors bon, qu'on n'ait jamais empêché Maïmonide d'être un grand penseur en Andalousie, on l'a quand même, je pense que vous avez du mal à vous exprimer, parce que il en a été chassé, tout simplement. Évidemment, on ne l'a pas empêché de penser, on ne lui a pas fait... Vous parlez des Almohades, encore une fois, oui, soyez précis, cher collègue, ce sont des Almohades, ce sont des fondamentalistes musulmans qui veulent rétablir la pureté de l'islam, qui viennent et qui trouvent devant eux des gens qui sont dans l'opulence la plus grande, qui sont pour eux l'antithèse même de l'islam, à partir même du même, si vous voulez, de la même perspective. Ils sont musulmans tous les deux, mais les uns n'aiment pas le mode de vie des autres. Mais Maïmonide a subi, si vous voulez, comme les autres musulmans, plus ouverts, tolérants, libéraux, éventuellement peu portés sur la religion, etc. Mais pas parce qu'il était juif. Et c'est ça que moi, je n'arrive pas à accepter. C'est que vous me dites que Maïmonide n'a pas exercé certaines souverainetés après tout. Quand il est parti de l'Andalousie, il est allé encore dans un autre pays musulman, bien sûr, qu'il a accueilli très bien. C'est ce que je veux dire. Et même en Andalousie, il était au plus haute sphère de l'État. Il l'a quitté en 1948, il avait 10 ans. Il était peut-être précoce, mais il n'était certainement pas au plus haut sommet de l'État. Lui et tous les lui, en tant que symbole, j'ai des juifs, alors, ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que l'Andalousie n'était certainement pas une vallée rose. Même s'il y a eu une coexistence à certains moments. N'allons pas non plus trop loin, je ne vais pas dire absolument le contraire. L'Andalousie, alors il y a une réalité, une floraison culturelle remarquable. Des astronomes, des opticiens, les philosophes ont bien parlé, si vous voulez, un terreau sur lequel la pensée pousse bien. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Alors, pourquoi l'a-t-on? Bien sûr, c'est énorme, mais ça n'a rien à voir avec quelque chose comme de la tolérance ou du dialogue. Bon, ce qui est vrai aussi, vous avez posé la question, pourquoi a-t-on cherché ce paradis terrestre en Espagne? Eh bien, je vous dirais que l'Espagne est l'endroit idéal depuis le XIXe siècle pour la recherche des paradis terrestres. Ça a commencé avec Mérimée, avec des gens comme ça. On a cherché déjà dans l'Espagne une sorte de conservatoire des mœurs médiévales les plus, certes brutales. Regardez la Carmen de Mérimée, elle se fait quand même trucider. Bon. Mais, bien sûr, non, mais c'est des mœurs pittoresques, authentiques, chica 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 yayay. C'est ça l'Espagne. Et l'Andalousie est venue relayer, si vous voulez, ce mythe de l'Espagne romantique. C'est pas par hasard qu'on a cherché à cet endroit-là
il y avait, alors là je vous le concède tout simplement parce que c'est vrai, c'est une sorte de raison suffisante, il y a eu une floraison culturelle tout à fait remarquable. La Ionique, bon, est un excellent exemple. La Vimma, attention, les accords, je parle devant des gens qui ont quand même une petite formation juridique, ce sont des accords octroyés, pas des contrats négociés. Ce sont des accords révocables à chaque instant par la volonté du gouvernement. Une protection, bien sûr, une protection contre qui? Contre le gouvernement islamique lui-même, et pas contre autre chose. Ils ne combattent pas, ils payent l'impôt pour alimenter les armées qui vont aller combattre leurs religionnaires. Attendez, une minorité, vous dites vous-même que c'était souvent une minorité, on ne peut pas dire que la petite minorité juive va payer les impôts de la grande puissance armée musulmane. Attendez, ça ne tient pas la route du point de vue déjà du volume. Non, ça ne tient pas la route du point de vue du volume. Parce que la puissance musulmane, quand elle était à son apogée, elle était précisément, ça partait de Cordoue jusqu'à Tachkent et encore, eh bien, c'était quand même, je sais pas, vous imaginez bien, sur 6000 km de diamètre, il y avait des centaines de floraisons d'ethnies, de cultures, d'histoires, d'itinéraires, 100, 200, 300 espèces différentes, des couleurs différentes, des sensibilités différentes, évidemment, et un prélèvement d'impôts. Oui, sûr. Oui, on va peut-être là, parce que il faut donner l'épaisseur de tout ça. Oui. Si vous réduisez la DIMA juste à un accord subi, on n'a rien dit. Si en plus cet accord dure des siècles, vous voyez, s'il y aurait juste le temps que le type, le sultan almohade, fasse ses exactions, on passe à autre chose, d'accord, mais le problème, c'est pas le cas. Alors, justement, vous dites qu'on passe à autre chose. Et juste un point sur le paradis terrestre. Je vais vous dire, les Omeyyades, comment on les appelle, les Omeyyades d'Occident, c'est-à-dire un seul type qui a échappé au massacre collectif qu'ont perpétré les Abbassides au détriment des Omeyyades d'Orient, quand ils étaient à Damas, un type échappe. Ça arrive, comme dans tous les films hollywoodiens, il y a toujours un type, le sauveur, le héros, qui échappe, sinon le film s'arrête. Donc il faut qu'il échappe. Donc il réussit à échapper et il se retrouve en in fine à Cordoue. Et donc à Cordoue va se développer donc toute une civilisation très raffinée, donc omeyyade, d'origine donc syrienne, si vous voulez, ils se retrouvent transplantés à Cordoue. Et leur obsession à ces Omeyyades d'Occident, ils sont des gens d'une grande culture, d'une grande urbanité. Il ne faut pas oublier que nous sommes à une période où ils avaient synthétisé l'ensemble du savoir-faire oral et l'éloquence arabe en termes de poésie, en termes d'art amoureux, d'art courtois, de convivialité, de commensalité. C'était des gens arrivés à un très haut niveau de raffinement. Leur souci était de créer l'Andalousie, de créer le paradis terrestre en Andalousie pour rivaliser avec les Abbassides de Bagdad, parce que les Abbassides déplacent leur capitale, ils sont à Bagdad, au 8e, 9e siècle. Et donc eux, ils sont en Occident, donc les Omeyyades d'Occident en Andalousie, veulent rivaliser, non pas par la force, avec leurs ennemis jurés, les frères ennemis, les Abbassides, mais par la beauté, l'intelligence, par la poésie, par le raffinement. Et donc ils ont, de leur existence et de leur propre fait, créé ce paradis terrestre, semi-paradis terrestre, ou en tout cas début de paradis terrestre, avant que les autres ne viennent. Avant qu'on qualifie ça, aujourd'hui, 20e, 21e siècle, déjà au 8e siècle et au 9e siècle, on crée des nawariyettes, c'est-à-dire pour opposer des poésies florales, pour prendre le dessus, si vous voulez, sur l'équivalent en Andalousie, à Bagdad. Donc il y avait cette volonté, cette émulation chez les Omeyyades d'Occident à créer, à inventer une sorte de paradis qu'ils avaient déjà de fait, puisqu'ils avaient l'eau, ce que les autres n'avaient pas, etc. Et donc on le suit parfaitement dans pas mal d'ouvrages faits ici en France sur cette rivalité qui a donné cette on va quand même terminer l'Andalousie médiévale un moment, parce que l'heure tourne. Et vous avez évoqué tout à l'heure, Marie Chevel, le déclin relatif
de l'islam vers, même un peu avant 1454,